Bonsoir. Bonsoir et donc bienvenue à ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Nous commençons. Hop. Marlène, bonsoir. Fabienne, bonsoir. Samy, bonsoir. Alors, je vais voir si je peux faire comme ça. Hop. Alessandra, bonsoir. Donc, bienvenue à ce nouvel épisode. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler de la perte. La perte, encore une fois, un sujet qui nous concerne tous, absolument tous. Personne n'y échappe, bien évidemment. Alors cette fois encore, nous allons voir pourquoi la psychanalyse vient révolutionner notre manière de penser et nous offre la possibilité d'une nouvelle manière de vivre, puisque nous vivons selon nos idées. C'est-à-dire selon les idées que nous avons, voilà la vie que nous fabriquons. Donc, et que la majorité de nos idées sont bien évidemment des idées inconscientes. Et qu'une petite transformation de ces idées peut générer une nouvelle manière de vivre en chacun de nous. Hakim, bonsoir. Féti, bonsoir. Et Céline, bonsoir. Alors, deux choses avant de commencer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. D'abord, faire référence pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'il y a un livre qui a été préparé pour vous, et spécialement pour vous, et qui est à votre disposition, qui s'appelle, c'est le premier tome de Psychanalyse pour tous, qui est à votre disposition sur Amazon. Un livre qui a été préparé par amour pour consolider vos connaissances. Néléa, bonsoir. Olivier, bonsoir. Fatma, bonsoir. Donc, bienvenue. Sandrine, bonsoir. Et d'un autre côté, Jazz, bonsoir. Et d'un autre côté, vous rappelez aussi qu'il y a un cours qui va commencer dimanche à 17h sur les troubles alimentaires et que vous pourrez voir aussi en différé. Et sur notre relation à l'alimentation, qui est quelque chose de si particulièrement significatif. Donc, et en plus, c'est un cours et pour les collègues, ok. D'accord, très bien, Néléa. Et Linda, bonsoir. Et merci Céline. Et c'est un cours qui est très intéressant et en plus, c'est un cours qui est facile. C'est-à-dire que c'est pas un cours trop théorique. Donc c'est un Guy, bonsoir, c'est un cours facile pour tous et vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est mis sur la page. Et Arik, bonsoir. Alors, le sujet d'aujourd'hui, la perte. La perte. Alors bien sûr, quand nous parlons de perte, de les pertes dans notre vie quotidienne. Alors bien évidemment, elles sont nombreuses. Et elles sont nombreuses. Elles sont inévitables, elles vont marquer, Annelise, bonsoir, elles vont marquer notre existence du début à la fin. Mais quand on fait référence à la perte, en général, on fait référence à quelque chose de négatif, à quelque chose de douloureux. C'est-à-dire que accepter ou subir la perte, la séparation, l'abandon, apparaît comme une difficulté, une des plus grandes difficultés dans notre vie et qui va donc nous suivre, nous accompagner tout au long de notre vie. Car nous n'allons pas cesser de perdre des choses tout au long de notre vie. C'est-à-dire dès la naissance. Dès la naissance, nous allons commencer à perdre. C'est-à-dire que nous pouvons passer par l'idée de rien ne dure toujours, ni même nous-mêmes. Mais l'être humain, et c'est ça qui va être intéressant, et ce que nous présente la psychanalyse par sa présentation de notre appareil psychique, c'est que l'être humain a une capacité géniale.
il a, bonsoir Pascal de la Martinique, donc l'être humain, il a une capacité géniale, c'est-à-dire qu'il a la capacité de remplacer ce qui a été perdu, de pouvoir continuer quelle que soit la perte. Comment? En substituant, en remplaçant ce qui était perdu par autre chose, par une autre personne, par autre chose. Et en fait, c'est ce que nous faisons dans la majorité des cas tout au long aussi de notre vie, dans le sens où on déménage, on change de maison, on perd une maison, mais on remplace par une autre, par exemple. Donc, toutes les pertes, que ce soit les pertes matérielles, les pertes affectives, en fait, tout au long de notre vie, ce que nous avons fait, c'est les remplacer pour pouvoir continuer à vivre. Alors bien sûr, on pourrait penser, et vous pourriez le manifester, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont irremplaçables. On pourrait penser qu'il y a des choses qui sont irremplaçables. Mais elles sont irremplaçables, mais uniquement en apparence. Uniquement en apparence, c'est-à-dire uniquement dans la conscience. Ou pour notre sentimentalisme. Mais au niveau, Annick bonsoir, Sarah bonsoir, au niveau libidinal, et c'est ce qui va nous intéresser, elles ne sont pas irremplaçables. C'est-à-dire rien n'est irremplaçable, donc que tout peut être substitué. Et c'est ça qui va être intéressant, de pouvoir en analyse mettre en marche cette mobilité de la libido. Nathalie bonsoir, Carlos bonsoir, cette mobilité de la libido qui va nous permettre de remplacer ce que nous perdons tout au long de notre vie. Brahim bonsoir. C'est-à-dire que si nous acceptons, parce que ce n'est pas facile, si Sandra bonsoir, si nous acceptons que notre humain dispose d'un appareil psychique, d'une énergie psychique, d'une pulsion, d'une libido, que nos relations sociales sont toutes des relations de relations libidinales. Ce qui nous unit aux autres, c'est la libido. Alors certains pensent qu'il y a aussi l'amour, qu'il y a aussi les sentiments, etc., qu'on ne choisit pas n'importe qui, on ne va pas s'unir à n'importe qui, d'accord, mais n'empêche que ce qui nous unit aux autres, c'est la libido. Et c'est trouver des substitutions pour combler le vide ou le manque. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, Fatia. Donc, tout ce qui nous met en relation avec les autres, nos relations humaines de tout type, c'est notre libido qui nous met en relation avec tout ça. Et pas seulement nos relations humaines, sinon, en fait, avec tout ce qui nous entoure. Avec le type de café que nous avons l'habitude de prendre le matin, avec la route que nous faisons pour aller au travail, tout ça, tout ce qui fait partie de notre vie a été libidinisé. Fatia, le manque, oui, j'avais bien compris, pour une fois. Et donc, tout ça va être libidinisé, c'est-à-dire que notre vie, ça s'appelle notre vie, pourquoi? Parce qu'en fait, elle est recouverte par notre libido, elle est teinte par notre libido. Et c'est pour ça que d'une certaine façon, elle nous appartient, elle fait partie de nous, parce que c'est notre énergie psychique qui est en relation avec tous les éléments de notre vie. C'est-à-dire que vous êtes en relation avec moi par votre énergie psychique. Même à distance, Alors, Freud, il va s'intéresser, donc c'est grâce à lui, bien évidemment, que nous avons vu que, par exemple, quand il va parler du deuil, et quand il va parler du deuil, pour le mettre en comparaison avec la mélancolie, où on va voir que la mélancolie, c'est une difficulté justement à la substitution. Mais il dit que dans le deuil, dans la perte d'une personne aimée, Touria bonsoir, avec des objets et les humains. Oui, avec tout ce qui nous entoure. Dans le deuil, par exemple, face à la perte d'une personne aimée, il dit que effectivement, il y a un état d'âme douloureux. Il y a un état d'âme douloureux, que la perte qui va se manifester par la perte de l'intérêt que nous pouvons avoir pour le monde extérieur. Plus rien ne nous intéresse parce que dans le monde, l'être aimé a disparu. Et
qu'on va s'intéresser que ce à quoi fait référence, en fait, on va s'intéresser que ce qui est en relation, on va dire, avec le défunt. Et que nous allons avoir pendant un certain temps une incapacité de pouvoir choisir un nouvel objet d'amour, quelqu'un d'autre qui puisse prendre la place. Parce que comme on va dire, oui, il y a des gens qui sont, on pense qu'il y a des gens qui sont irremplaçables. Donc c'est ce qu'on va voir, Céline. La perte est que l'abandonner, c'est ce que dit Freud. Ben, la perte, non, la perte c'est quand il y a un élément de notre monde qui a été libérisé, qui va disparaître. Qui va disparaître. Alors, comme je disais, ça peut être notre manière de vivre, où nous avions notre manière de vivre dans telle ville, à tel endroit, puis tout d'un coup nous changeons. Ben, il y a un deuil à faire. Même si nous savons où nous allons, même si c'est un endroit qui est meilleur que l'autre, il y a un deuil à faire. Et Freud, donc, il va nous l'expliquer, il va dire, parce qu'il y a non seulement, quand on perd quelqu'un, on perd la personne aimée, donc toute notre relation que nous avions avec lui, mais en plus nous perdons une partie de nous, c'est-à-dire celle qui était en relation avec la personne, ben, elle a disparu aussi, il n'y aura jamais plus cette relation. Donc, c'est quelque chose qui est, on va dire, complexe. Mais qu'il y a un travail à faire, c'est-à-dire, on va parler d'un travail psychique. Nathalie, bonsoir. Un travail psychique à réaliser pour pouvoir réaliser le deuil. Alors, comme je dis, le deuil se fait pour des petites choses simples de notre vie. Tout d'un coup, le boulanger, on avait l'habitude d'aller, ben, il ferme. Ben, il va falloir faire le deuil de ce chemin qu'on prenait pour aller jusqu'au boulanger, la conversation que nous avions avec ce boulanger, et trouver quelque chose qui le remplace. Et que tout ça, ça signifie un travail psychique. Ça se fait sous un travail psychique. Alors, on aime parler de perte quand on a perdu quelqu'un d'important ou qu'on pensait important dans notre vie. Mais ce n'est pas obligatoirement la personne qui est importante, c'est tout le contexte de cette relation qui était important. Non, c'est pas simplement la personne, c'est ce que signifiait cette personne pour nous et tout le contexte, c'est ce que moi j'étais vis-à-vis de cette personne. Hein, si j'étais génial vis-à-vis de cette personne, ben, quand cette personne disparaît, il n'y a plus personne qui va me penser génial. Donc, il va falloir que je construise autre chose. Que penser des personnes qui ne font aucun deuil et passent d'une personne à l'autre très rapidement? Ben, ils font un deuil rapidement, Marie. Faire le deuil de sa jeunesse, par exemple, dit Olivier. Exactement. C'est-à-dire que, bon, ça concerne beaucoup de choses dans notre vie. Et face au deuil, il va y avoir une certaine inhibition qui va s'installer aussi dans notre vie, c'est-à-dire une certaine limitation, puisqu'on va concentrer toute notre énergie sur le travail qu'on appelle le travail du deuil. C'est un travail psychique qu'il va falloir réaliser. C'est-à-dire qu'on va perdre de l'intérêt pour les autres choses. Bon, on va s'intéresser uniquement à ce deuil. Et que ce soit un projet, ce soit un travail, hein, ben, peu importe. Et c'est pour ça que Freud il va dire il ne s'agit absolument pas, et Khalid, bonsoir, il ne s'agit absolument pas d'une pathologie, puisque c'est quelque chose qui va faire partie de notre vie et que nous devons avoir, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, cette libido flexible, cette énergie psychique flexible pour qu'elle puisse aller et venir sans que ce soit trop douloureux. C'est pour ça qu'il va parler de l'importance du travail psychique. Je veux dire, et en quoi consiste ce travail du deuil, hein? Et il dit qu'en fait, le travail du deuil, ça consiste à montrer au sujet, parce que c'est montrer, mais de façon psychique, au sujet que l'autre, Dorian, bonsoir, que l'autre n'est plus là. C'est-à-dire que quand la libido s'en va pour aller à l'encontre de la personne aimée et que la personne aimée n'est plus là, hein, la libido se retrouve, non, elle est là, libre, on va dire, elle est libre, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc il y a ce qu'on appelle une épreuve de réalité que le sujet va devoir faire. Une épreuve de réalité qui va montrer que l'objet n'est plus là. Non,
que l'objet n'est plus là, quel qu'il soit, comme je dis. Et donc il va y avoir cette nécessité de retirer cette libido, que cette libido n'aille plus essayer de chercher quelque chose à l'extérieur qui n'existe plus. Donc il va falloir qu'elle établisse de nouveaux liens, de nouvelles relations. Est-ce que le deuil se fait en phase ou elle se fait, je ne sais pas si c'est par étapes, mais effectivement, ça prend un certain temps. Non, le deuil, ça prend un certain temps. Ça dépend de la capacité, de la mobilité de cette énergie. Sarah dit que... Bon, Sarah nous fait une grande explication, mais qu'effectivement le deuil ne se fait pas obligatoirement au moment même de la perte du sujet, qu'il peut se faire plus tard. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, on ne se rend pas compte, comme si on ne se rendait pas compte que l'autre n'existait plus, et que tout d'un coup il y a un événement dans notre vie qui fait que tout d'un coup on commence à pleurer 5 ans après la perte, et que tout d'un coup on va dire, on se rend compte que l'autre n'est plus là. Alors, ce que j'avais posté sur la page, donc, qui fait référence, et que Freud va ressouligner ici aussi en disant que l'être humain n'abandonne jamais avec facilité une relation qui lui a procuré d'une satisfaction. C'est-à-dire que même s'il a trouvé un substitut, il a des difficultés à abandonner. Mais il a des difficultés à abandonner, pas pour des questions de romantisme ni de sentimentalisme, sinon qu'il a des difficultés à abandonner cette position libidinale qui lui donnait satisfaction. D'accord ? Et donc il y a certaines personnes qui peuvent ou s'installer dans le deuil et faire une identification avec l'objet perdu qui va produire la mélancolie, ou il y en a d'autres qui vont maintenir l'objet par une psychose hallucinatoire. Donc ils vont continuer la relation avec l'objet, même si l'objet n'est plus là, mais ils vont la continuer. Vous voyez ce pouvoir de l'énergie psychique qui va fabriquer l'autre pour maintenir la relation. Mais il dit que dans tous les cas, le plus habituel, c'est que nous allons respecter la réalité. Dans le post que je mettais, la normalité, c'est respecter la réalité, c'est respecter que la réalité me montre que non, qu'il y a des choses qui n'existent plus. Et que je dois assumer, pas faire comme si c'était pas vrai, comme si, sinon que je dois apprendre à assumer. Et mais que le travail n'est pas simple et ne se fait pas que c'est un travail qui prend du temps. Et donc je dis, non seulement c'est un travail qui prend du temps, sinon que c'est un travail qui prend de l'énergie. C'est quelque chose qui est fatigant, c'est de l'énergie qui va être utilisée à ça. Et donc il dit qu'il va y avoir une grande dépense d'énergie depuis août 2010 que maman est décédée, pas un seul jour où je ne l'évoque. J'ai comme l'impression qu'elle est toujours présente à mes côtés. Mais ça c'est autre chose, Fatma. Donc c'est pas exactement, non, parce que on dit que, je veux dire que si vous n'avez pas abandonné vos tâches quotidiennes, si vous continuez à faire face à votre vie quotidienne, bien évidemment que les êtres aimés peuvent nous accompagner, on peut les nommer. Et en les nommant, on les fait exister, mais on les fait exister par les mots. Donc je disais que le plus important, ça va être de pouvoir que la réalité l'emporte. Que la réalité l'emporte. L'acceptation est le meilleur remède. Mais l'acceptation, c'est pas exactement c'est pas une décision consciente. C'est pas quelque chose qu'on aimerait bien dire. Ah bah oui, j'ai accepté, il est mort, elle est morte, allez, je passe à autre chose. Ben non, c'est pas si facile. Ou quand j'ai dû déménager à un endroit que j'aime moins que celui, parce qu'au départ, j'aime moins le nouvel endroit que celui que j'avais. Pourquoi? Parce qu'il y a encore toute ma libido sur l'endroit antérieur. Donc c'est une sorte de tristesse pour ce qui a été perdu. Et donc il va parler d'une dépense d'énergie énorme, non, pour retirer, comme je disais, l'énergie de cet objet perdu, et qui va devoir se retirer de l'objet perdu, des souvenirs qui accompagnent l'objet, et de tout ce qui concernait cet objet, parce que c'est pas simplement la personne, c'est tout ce qui concernait cet objet. Et
Et il va poser la question, il dit pourquoi c'est si douloureux? Pourquoi ça doit être si douloureux, ces étapes de deuil, hein? Et il dit qu'en fait, ça procure, lui, il dit que ce n'est pas obligatoirement douloureux, on va parler aussi de déplaisir. Et il dit parce que pour le travail psychique qu'il a réalisé. C'est-à-dire pour que cette énergie qui était collée à quelque chose qui n'existe plus, ben, qu'elle puisse redevenir libre et donc se libérer, que le sujet puisse se libérer aussi de ces limitations qui ont surgi pendant le deuil et de ces inhibitions qui ont surgi pendant le deuil. Bonsoir Christine. Donc, et tout ça, c'est une question, on va voir, on voit de travail psychique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va se manifester dans la conscience. C'est quelque chose qui se fait sans pratiquement que le sujet s'en rende compte. Il y a des deuils, de nombreux deuils dans notre vie que nous faisons et dont on ne voit pas les manifestations dans la conscience. D'ailleurs, on peut le voir quand on s'analyse. Pourquoi? Parce que grâce à l'écoute du psychanalyste, il peut y avoir ces manifestations. Sinon, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Donc, comme nous savons tous, nous allons passer par de nombreux deuils dans notre vie, ou plutôt par de nombreuses pertes. Que la perte, de façon générale, elle est constitutive d'une constante inévitable. Elle est constitutive du sujet. C'est grâce à la perte que nous allons nous constituer comme sujet. Michel, bonsoir. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire c'est même grâce à la perte que nous allons pouvoir nous ouvrir sur le monde. Quand on disait que cette cellule narcissique, tout au départ, ce nourrisson et ensuite le bébé qui ne forme qu'un avec la mère, c'est quand la mère va s'intéresser à autre chose ou que le bébé va se rendre compte que la mère s'intéresse à autre chose qu'à lui-même, qu'il va pouvoir lui aussi tourner la tête et regarder ce que désire la mère. Et c'est là où les portes du monde vont pouvoir s'ouvrir pour l'enfant. Donc il va perdre cette relation, cette cellule narcissique avec la mère, mais il va gagner le monde. C'est-à-dire qu'une perte est nécessaire pour pouvoir gagner autre chose. Le deuil permanent. Je connais pas mal de gens et de cas jusqu'à... Oui, ben ça s'appelle la mélancolie. Ça s'appelle la mélancolie, c'est-à-dire qu'il y a un blocage dans la libido, que c'est très important. C'est pour ça que quand on voit que le deuil, qu'on reste triste, qu'on reste sans énergie pour faire des choses, qu'on est inhibé dans nos activités, ben c'est nécessaire de consulter. Pourquoi? Pour redonner, on va dire, de la vitalité, du mouvement à notre libido. Donc, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas penser la vie d'un être humain sans la marque de cette carence. Que ça fait partie de la vie. Que ça fait partie de la vie, ces carences. Et en plus, comme je le disais, c'est des carences qui vont nous ouvrir au désir. Donc c'est quelque chose qui vont nous ouvrir à la vie. C'est quelque chose qui est non seulement nécessaire, mais bénéfique pour le sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas un empêchement pour vivre, sinon qu'au contraire, c'est une ouverture vers la vie. C'est-à-dire que c'est la condition qui va habiliter et donner la possibilité de l'existence du sujet, d'un sujet qui désire, Le sujet, donc il va traverser une série de pertes pour pouvoir se constituer, parce que non seulement il va perdre la mère, cette relation de symbiose qu'il peut avoir avec la mère qu'il va devoir perdre, mais en plus il va devoir, pour se constituer, perdre le sein de la mère ou le biberon, commencer à utiliser la cuillère, il va perdre, pour se constituer, il va devoir perdre plein de choses. Donc, mais que la seule, alors que toutes ces pertes, bien évidemment, se font au niveau inconscient, qui sont indispensables, mais que ça se fait au niveau inconscient. Et que la véritable grande perte, on va dire que ce sera la castration de la mère qui peut tout. Cette mère qui pouvait tout pour l'enfant, il va falloir la castrer, c'est-à-dire se rendre compte que ne plus vouloir une mère parfaite, sinon l'accepter comme un être humain avec tous ses défauts comme tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la castration. Alors la castration, ce n'est pas simplement ça, sinon c'est se rendre compte que
Enfin, c'est se rendre compte. C'est pas au niveau de la conscience. Hein, parce qu'au niveau de la conscience, on a l'impression que tous nous l'avons fait, mais ce n'est pas le cas. Hein, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on va voir qu'en analyse, même si intellectuellement nous savons que notre maman est mortelle, nous pouvons vivre avec une maman immortelle. Hein, c'est-à-dire une maman qui n'est pas castrée. Je continue à penser que ma mère va exister toujours. Et ça va être la castration, quand on parle de la castration, la grande limite à notre vie, puisqu'elle va nous apporter la mortalité. Donc une autre perte que nous allons avoir, c'est la perte de l'immortalité. Alors ça, c'est une perte, tout comme la perte de cette mère qui pouvait tout, c'est-à-dire que ce sont des pertes de choses qui n'ont jamais existé. On va perdre quelque chose qui n'a jamais existé. C'est-à-dire que quand le sujet se transforme en un être mortel, ce n'est pas qu'avant il était immortel, c'est avant qu'il vivait dans quelque chose qui n'existait pas. Quand il vivait avec cette mère qui pouvait tout, qui devait être parfaite, pareil, cette mère n'existait pas. Donc c'est une perte, c'est de renoncer à quelque chose d'impossible. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est nécessaire et qui va faire partie de la constitution du sujet. Et donc, c'est tout ça en fait qui va fonder la relation du sujet avec le manque. Avec le manque qui va être quelque chose de constitutif aussi du sujet. Alors après, comme les sujets n'acceptent pas le manque, n'acceptent pas que, ben oui, il y a un manque qui fait partie de notre vie, et ce manque en plus qui est nécessaire, qui va faire partie du moteur de notre vie. Si nous étions complets, on s'arrête là et c'est fini. C'est parce qu'il y a un manque qui est constitutif. Et quand nous n'acceptons pas le manque constitutif, eh ben, on met des manques dans notre vie. Il nous manque un objet d'amour, il nous manque de l'argent, il nous manque un travail, il nous manque des amis, il nous manque tout ce que vous voulez. Donc, on va le transformer en un manque dans la réalité. Pourquoi ? Parce qu'on n'accepte pas ce manque qui fait partie de notre vie et qui est constitutif. Pourquoi nous n'acceptons pas le manque ? Parce que nous n'acceptons pas que nous sommes mortels, par exemple. Que nous n'acceptons pas que notre mère n'a jamais été parfaite, ni même quand on le croyait. Et donc, c'est-à-dire que c'est un manque qui va s'ouvrir sur l'espace du désir. Et quand il va s'ouvrir sur l'espace du désir, ça ne veut pas dire qu'on désire telle chose ou qu'on désire telle autre chose, sinon que nous sommes dans notre structure des êtres qui désirent. Et qui désirent quoi ? Qui désirent, point. Peu importe. Mais ce n'est pas que c'est peu importe, c'est que le désir humain n'a pas d'objet précis. Mais c'est un être désirant. C'est un être désirant et qui est capable de désirer n'importe quoi. L'être humain a la capacité de désirer plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler pour tout réaliser. Et en plus, il y a les désirs que l'on connaît, ces désirs conscients qu'on peut voir, dont on peut parler dans notre vie, mais surtout, il y a les désirs inconscients, ceux qu'on ne veut pas s'avouer et qui fonctionnent en nous. Et c'est pour ça que aussi je crois que je postais le fait que ces désirs inconscients qui fonctionnent en nous, si nous avons des difficultés à accepter ça, ben ça produit des troubles dans notre vie quotidienne. Et c'est-à-dire que le désir ne sera jamais complètement satisfait. Parce que justement, il est soutenu par le manque. Il est toujours soutenu par le manque. Donc ce n'est pas qu'il y a un manque qu'il va falloir combler. Le manque, c'est le moteur. C'est le moteur qui fait que l'on cherche toujours, qu'on veut toujours essayer de récupérer, de gagner quelque chose, d'avoir telle chose, etc., qui va être le moteur de notre vie. Mais, en fait, qui ne va jamais être satisfait. Le désir ne va jamais être satisfait. Je dis le désir au niveau psychique. Après, si j'avais le désir de faire telle chose et que j'y arrive et que je le fais, j'ai une satisfaction parce que j'ai fait ce que je désirais. Oui, d'accord. Mais ça, c'est quelque chose qui fait partie de la conscience. Et en plus, ce que je désirais, ça dure 2 minutes. Tout de suite, je me rends compte que maintenant, il faut que je trouve autre chose parce que sinon, le moteur, il faut le remettre en route pour qu'il cherche un autre objectif.
hein, pour faire tourner le moteur, Alors, ce qui nous arrive, l'être humain est désirant de nature, exactement, Fatia, exactement. C'est-à-dire que la nature du sujet psychique, c'est que c'est un sujet désirant. Et alors, bien évidemment, la difficulté que nous avons dans notre vie quotidienne, on va dire, c'est que dans la société actuelle, il y a une grande négation de cette perte. C'est-à-dire que non seulement on la catalogue dans tout le genre comme quelque chose qui est négatif, douloureux, comme si c'était quelque chose qu'il fallait à tout prix éviter les pertes. Alors que c'est quelque chose qui va nous accompagner, comme disait Olivier, il faut, non, la perte de la jeunesse, il va bien falloir l'accepter, puisqu'elle fait partie du processus naturel de l'être humain. Dans chaque perte, Dieu nous cache un bien pour notre continuité. C'est une façon de le dire. Peut-on désirer ce que l'on a? Et bien évidemment qu'on peut désirer ce que l'on a. Parce que ce que l'on a, qu'est-ce que vous avez, vous? Est-ce que l'être humain a la capacité d'avoir quelque chose? Qu'est-ce que vous avez? Non, rien de ce qui nous entoure, nous l'avons. Nous ne possédons rien. On dit j'ai des enfants. Non. Vous avez mis au monde des enfants, vous vous en êtes occupé, mais ces enfants maintenant ils vivent leur vie, vous n'avez rien du tout. Les êtres humains, on ne peut pas les posséder, ils ne nous appartiennent pas, on n'a rien. Et si on veut essayer de maintenir une relation avec ces êtres aimés, il y a un travail à faire, parce qu'ils vont pas, on ne va pas les avoir comme ça. Et en plus, des fois, ça marche même pas. Tout d'un coup, il y a des gens qui nous échappent, parce que nous, on peut avoir envie d'être avec eux, mais qu'eux, ils peuvent avoir envie d'autre chose. Et il va falloir accepter aussi ce genre desencuentro, d'impossibilité. Par exemple, le désir chez l'obsessionnel, le désir n'est jamais assouvi. Chez personne, le désir n'est jamais assouvi. Le désir ne peut pas être assouvi. Le cesser de désirer, c'est mourir. On ne peut pas assouvir le désir. Le désir, il est là tout le temps pour fonctionner. Donc moi, ce que je voulais montrer un petit peu et qui est important de souligner, c'est pour ça que je dis que je parle de ce qu'apporte la psychanalyse comme un élément qui vient révolutionner notre manière d'être en relation avec notre réalité, c'est notre capacité de substitution. Parce que cette tentative de la société dans laquelle nous vivons, qui cherche à tout prix à nier la perte, et quand je dis dans la société, c'est-à-dire dans chacun d'entre nous, parce que nous sommes la société, c'est pas que la société elle existe et moi j'ai rien à voir avec elle, sinon que moi je vis dans cette société, et donc je peux tomber dans le piège des idées de la société qui me dit que il faut à tout prix nier cette perte, le désir de désirer. Donc il faut à tout prix nier la perte et le manque. C'est-à-dire qu'il faut toujours combler, essayer de combler, comme si dans l'être humain il s'agissait de combler quelque chose. Hein, avec la société de consommation, les excès en tout genre, non, qui se présentent comme une tentative désespérée de nous faire croire qu'il existe la possibilité de couvrir le manque, qu'il y a un vide en nous et que ce vide existentiel que certains peuvent même arriver à sentir, font partie de notre constitution. Et essayer de le couvrir, de le combler ou de penser que comme je sens ce vide, il y a quelque chose en moi qui fonctionne mal, c'est une erreur. C'est une erreur puisque ça fait partie de ma constitution. Alors, bien évidemment, les idées, comme je disais au départ, nous vivons selon les idées que nous avons. Donc, si nous sommes aliénés par les idées de la société, nous allons chercher à tout prix à combler ce manque, à combler ce vide. Pourquoi chez l'obsessionnel, le désir n'est jamais assouvi? Mais il n'est jamais assouvi chez personne, ni dans la névrose obsessionnelle, ni dans aucune structure. Nous ne pouvons pas assouvir le désir. Alors, on dit que l'hystérique a une relation avec le désir particulière, c'est-à-dire que l'hystérique va jouir quand elle va face à le désir insatisfait. C'est ça qu'elle cherche, en disant si c'est une femme. Donc c'est ça qu'elle va chercher, c'est un désir insatisfait. Et en fait, on dit que
le pathologique nous montre en fait comment nous fonctionnons chacun. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le désir ne peut pas être satisfait. Et le problème, c'est que l'hystérique, elle ne peut rien, non, rien fermer, parce qu'en fait, à chaque fois, elle exagère dans cette manifestation de ce désir insatisfait, elle exagère et elle ne peut rien concrétiser, on va dire. Enfin, quand je dis rien, il y a certaines choses dans sa vie qu'elle ne peut pas concrétiser. Donc, et que ça montre, non, une particularité du désir, que le désir, il va toujours être insatisfait. Le désir structurel, ce moteur qu'il y a en nous, hein, parce que si on le satisfait, je dis, ça c'est pas qu'on le satisfait, c'est que quand on cesse de désirer, on ne peut pas le satisfaire. Mais ce qui peut arriver dans la vie des sujets, c'est de cesser de désirer. Cesser de désirer, non. Les personnes âgées, quand elles se rapprochent de la mort, elles peuvent cesser de désirer pour mourir. Hein, puisque ils sont arrivés à un certain âge, ils ont vécu leur vie, c'est le moment, et donc ils peuvent cesser de désirer pour pouvoir mourir. Pourquoi l'hystérie est plus féminine? Non, l'hystérie n'est pas plus féminine, Christine. Non, c'est pas quelque chose qui est plus féminine. C'est parce que quand on dit l'hystérie c'est féminin, non? Mais c'est pas plus féminin que masculin. Et donc je disais que cette société qui est possédée par ses idées, qui cherche à tout prix à vouloir combler le manque, produit de grandes insatisfactions. Parce qu'on nous fait croire que le vide, que le manque, que la perte, c'est des maladies pratiquement, et qu'il faut le couvrir. Donc ils nous fabriquent des maladies qui n'existent pas, ce ne sont pas des maladies. Et ils nous font croire que c'est une maladie de sentir le manque, alors que ça peut être en plus un passage. Quelqu'un qui s'analyse peut sentir le vide, mais c'est quelque chose qui passe. C'est pas quelque chose qui s'installe dans la vie comme quelque chose non, que ce n'est pas nécessaire ni même de le sentir, puisque c'est constitutif. J'ai pas besoin de le sentir, il est là, je le sais. Ça fait partie de moi et c'est grâce à lui que je fonctionne. Donc à la rigueur, je devrais être contente d'avoir un manque. Et donc je dis, il y a une différence entre désir et plaisir, bien évidemment, Annie. Oui. Est-ce que l'obsessionnel a un désir de possession? Tout le monde a un désir de possession. Non, bonsoir, Mona. Non, tout le monde a un désir de possession. Comme si on pouvait posséder les autres. Non, mais ce qui peut nous appartenir, on va dire, mais ce sont des objets. Les objets, c'est ce qu'on peut appartenir. Et on décide de ce qu'on en fait. Mais les êtres humains, nous ne pouvons pas, ça ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas décider sur la vie de l'autre. Donc, cette tentative sociale qui nous fausse notre situation d'humain, nous fausse cette situation d'humain, provoque justement, augmente notre souffrance parce qu'on se sent anormal. Il y a des gens qui se sentent anormal parce que pourquoi ils sentent un manque. Et donc, bien évidemment, face à l'impossibilité de remplir ce vide qui est constitutif, non, la négation du manque, de vouloir de dramatiser le deuil quand c'est un travail qui va se faire tout au long de notre vie et de façon régulière, qui est quelque chose de normal, non, qui va produire bien évidemment cette tentative sociale de pathologiser, je ne sais pas si on dit comme ça en français, de rendre pathologique quelque chose qui est normal chez l'être humain, bien évidemment ça produit encore plus de symptômes. Alors j'imagine que les pouvoirs des laboratoires pharmaceutiques participent à soutenir et à fomenter ce genre d'idées pour que tout le monde, nous nous sentions, ou que de nombreuses personnes se sentent anormales face à la sensation de manque ou à la douleur face à un deuil, ou des choses, c'est-à-dire qu'ils rendent pathologiques des choses qui sont tout à fait normales de l'être humain. Et en les rendant pathologiques, obligatoirement, ils fabriquent de nouveaux symptômes. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on va voir dans les consultations, on peut voir de façon générale des dépressions. Quand on dit que la dépression, c'est une maladie de ce siècle,
ou qui se multiplient actuellement, c'est parce qu'on nous fait croire que on devrait non, qu'on nous fait croire qu'on ne devrait pas. Alors que le deuil, bah oui, c'est un travail psychique à faire qui est possible de réaliser, mais comme on nous dit non, mais tu as perdu ton père, alors tu dois prendre une semaine de congé. Alors là, c'est encore pire, hein, parce que si je veux pas travailler face à la perte de quelqu'un, alors non. Donc je détiens ma vie, et là, c'est tout pratiquement pour provoquer la possibilité d'une dépression, quand au contraire, le sujet, il vient de perdre quelqu'un, il faut qu'il continue le plus possible, le mieux possible, sa vie quotidienne comme il peut, dans le deuil, mais il faut à tout prix continuer. Pourquoi? Pour se rendre compte que la vie continue, qu'on a perdu un être cher, mais que la vie continue. Donc ça va être le plus important. Et donc on dit que ben oui, ça va produire des dépressions, ça va produire tout type d'addiction, des anxiétés exagérées. Non, donc il y a plein de manifestations qui vont surgir parce que on n'accepte pas cette chose de nous qui est tout à fait, on va dire, qui fait partie de la normalité. La normalité dans le sens où nous nous sommes fabriqués de cette façon-là. N'oublions pas que notre première perte, c'est que nous avons dû perdre notre premier amour et qu'il est nécessaire de le perdre pour pouvoir avoir accès au monde. Et donc, et tout ça, c'est fait non seulement parce qu'il y a les laboratoires pharmaceutiques qui vont en profiter pour vendre plein de médicaments de tout genre, mais en plus parce que il y a une difficulté chez tous les sujets d'accepter la castration, d'accepter le fait que nous sommes mortels. Donc face à cette impossibilité, pour certains, pour moi aussi apparemment, d'accepter la castration, non, alors que c'est un élément pardon. C'est vrai, Christine, votre réflexion est tout à fait logique. Mais ils ont besoin de gens qui travaillent. Mais comme vous voyez, il y a de moins en moins de postes de travail. Donc, ils envoient les gens dans la maladie. Est-ce que le narcissisme refuse le manque ou la perte à cause de son... Exactement. Issam, ça c'est une lecture. C'est-à-dire que le narcissique, il peut y avoir effectivement une tendance à vouloir refuser, puisque le narcissique, il se veut parfait. Et comme si la mortalité, c'était quelque chose qui rendait l'être humain imparfait. Alors que ça fait partie de la perfection de l'être humain, c'est sa situation de mortel. C'est-à-dire que sa vie, elle a une limite. Et on fausse l'humain, on transforme, disons qu'on transforme un être humain en un malade. Alors qu'il n'est pas malade, c'est un être humain, il n'est pas malade. Mais on le transforme en malade pour pouvoir lui vendre des médicaments. Donc accepter la perte comme constitutive, et en plus, c'est-à-dire que, et l'accepter, c'est pas se résigner à un destin tragique, c'est se rendre compte qu'il existe ce mécanisme de l'appareil psychique qui va nous permettre de substituer. Que ce dont il s'agit de face aux pertes, c'est la possibilité de substituer. Et quand nous avons des difficultés pour la mobilité de notre libido, il faut consulter un psychanalyste, bien évidemment. Donc, et en plus, pourquoi? Parce que cette idée de manque, cette idée de vide, c'est quelque chose qui font partie de nous, et c'est quelque chose aussi qui participe au mécanisme de la sublimation. C'est quelque chose qui va participer, qui va permettre, nous allons voir, la création, le mouvement, c'est-à-dire la constante transformation de l'être humain, que nous sommes des êtres humains en constante transformation. Et si nous ne décidons pas de notre transformation, c'est-à-dire que si nous nous laissons prendre par ces idées idéologiques des sociétés qui en général nous aliènent tous, puisqu'on regarde la télévision, parce que ça nous tape de partout, donc c'est très difficile de pouvoir mettre une distance sur ce genre d'idées, de ne pas être
complètement enseveli par l'idéologie sociale qui circule et qui existe, ben, c'est pour ça qu'on dit que la psychanalyse, c'est quelque chose de plus qu'une thérapie, parce que c'est grâce à la psychanalyse que je vais pouvoir prendre mes propres décisions, choisir ma propre vie. C'est-à-dire me transformer et non pas vieillir. Sinon que je me transforme, je ne vieillis pas, je me transforme, d'accord. Le numéro de l'âge augmente, mais c'est pas exactement un vieillissement. Le vieillissement, c'est ce qui est prévu pour nous. La société a prévu que nous arrivions à un certain âge, on nous enlève toute possibilité d'activité et on nous regarde bizarre quand on fait encore des choses à partir d'un certain âge, alors quand nous sommes à la retraite, on devrait non, ne plus rien faire, donc on commence à nous regarder bizarre. Et pourquoi? Parce que c'est l'idéologie dans laquelle nous vivons. Alors heureusement, petit à petit, ça commence à se modifier. Et j'ai travaillé sur la littérature de deuil avec une romancière maghrébine. Elle célèbre son deuil à travers l'écriture. Ah, mais ça, c'est autre chose. Ce sont des gens qui ne veulent pas se psychanalyser et qui vont utiliser l'écriture pour se psychanalyser. Mais ça, c'est pas exactement une psychanalyse. Ils vont utiliser l'écriture comme thérapie. Et en général, quand on utilise l'écriture comme thérapie, ben, ce que nous produisons, c'est pas très littéraire, on va dire. C'est pas très intéressant dans le sens où c'est assez journalistique, non? C'est la vie d'une personne et il n'y a pas de poésie dans cette histoire. C'est une littérature assez pauvre. Mais comment peut-on accepter la perte au niveau de l'inconscient? Comment peut-on savoir qu'on a accepté? Ben en fait, par la mobilité, Issam. Par la possibilité de continuer, premièrement, de pouvoir continuer toutes nos activités quotidiennes, de pouvoir continuer à faire sans avoir trop de troubles, on va dire. Parce qu'il y a des gens, après, ils continuent, mais ils ont des douleurs partout, ils sont tout le temps chez le médecin, ou des choses comme ça, parce que il y a une perte, effectivement, qu'ils n'arrivent pas à assumer et qu'ils se rebellent contre cette perte. Parce qu'après, il y a des pertes où on trouve ça injuste. On a perdu un enfant, c'est une perte abominable. Donc là, il y a un travail obligatoirement qui convient de faire pour pouvoir faire face à ce genre de drame. Parce que ça, ce sont des pertes. Il y a les pertes, on va dire, non, les pertes qui font partie de notre vie. Et puis après, il y a des pertes qui font, on va dire, contre nature. Donc ça, c'est des chocs énormes pour les parents et que les parents doivent analyser ce qui leur arrive face à cette perte. Pourquoi? Parce qu'ils doivent continuer leur vie. C'est-à-dire que même la perte d'un enfant ne doit pas détenir ma vie, je dois pouvoir continuer ma vie. Pourquoi? Parce que la libido me dit que c'est possible. Même si c'est une situation abominable, ma libido me dit que c'est possible, que je peux mettre ma libido sur autre chose. Alors pas obligatoirement sur un enfant, mais je peux mettre ma libido sur un projet social, sur autre chose qui fait que j'ai toujours bien évidemment cette douleur de la perte d'un enfant qui va m'accompagner toute ma vie, mais qui peut ne pas être douloureuse. Elle n'est pas obligatoirement douloureuse, elle m'accompagne. Elle va m'accompagner jusqu'à la mort. Mais elle n'a pas à être douloureuse. Hein. Et ensuite, c'est pour ça que la psychanalyse va transformer une douleur en une possibilité. Parce qu'en fait, c'est ça qu'elle va nous montrer. Elle va nous montrer que notre appareil psychique a la possibilité de transformer quelque chose qui devrait être douloureux ou que la société considère que c'est douloureux ou que c'est un drame. Regarde, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton père, ta mère. Oui, mais ça fait partie, il y a des pertes, même si elles sont, même si c'est des personnes qui meurent jeunes, je vais dire que oui, il va falloir les assumer. Hein. Il va falloir les assumer et nous occuper de nous pour continuer à vivre. Et parce qu'il existe cette possibilité dans l'appareil psychique, sinon, je tombe dans le sentimentalisme, dans le romantisme, non, comme j'ai perdu l'amour de ma vie, alors maintenant c'est fini, ma vie elle ne vaut plus le coup. Non, bien sûr que si, que la libido a cette capacité. C'est pour ça que tout le monde est remplaçable. Tout le monde est remplaçable dans le sens où, alors peut-être pas que je vais trouver un nouvel amour, mais je peux mettre ma libido dans un nouveau travail, dans quelque chose qui m'enthousiasme, quelque chose de nouveau que je dois fabriquer, bien évidemment, que je dois fabriquer, et que ma libido va m'aider à fabriquer
pour pouvoir remplacer ce qui n'est plus là. Non? C'est-à-dire que vivre, divorce, comment s'expliquer? S'explique par la psychanalyse. C'est quoi la question? Le divorce. Le divorce est une séparation. Non? C'est quelque chose aussi, c'est aussi une perte. C'est une perte parce que très souvent on s'est marié en pensant que ça allait être pour toute la vie. Et quand au bout d'un certain temps on décide de divorcer, on a l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a une erreur, qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas bien fait les choses. Donc ça c'est mieux aussi de pouvoir passer par un accompagnement, comme disent les Français, c'est-à-dire pouvoir se psychanalyser pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Hein? Un mécanisme de défense pour surmonter la perte. Le mécanisme de défense, c'est la psychanalyse, le mécanisme de défense. C'est pouvoir utiliser la psychanalyse, qui est un instrument qui existe depuis plus d'une centaine d'années et dont tout le monde devrait disposer. C'est-à-dire que perte, vivre, implique la perte. Alors, ou j'accepte cette situation, ou je vais souffrir. Je vais souffrir à chaque fois que je vais perdre un petit truc. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont perdu leur bague, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont perdu un livre. Donc, je veux dire que face à la perte, il n'est pas nécessaire de souffrir. Il n'est pas nécessaire de souffrir. Et que ça fait partie de la vie, que les pertes font partie de la vie. C'est-à-dire que sans perte, la vie n'existe pas. Non, simplement, sans perte, la vie n'existe pas. Messieurs, dames, chers amis, donc vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ce genre d'informations, que si ça vous a intéressé, ça peut intéresser d'autres personnes, et comme ça pour diffuser, c'est très important de diffuser, surtout dans la société dans laquelle nous vivons, c'est très intéressant de pouvoir diffuser ce genre d'idées pour montrer aux gens qu'il existe d'autres possibilités que celles. Il y a des gens qui pensent qu'il n'existe pas d'autres possibilités. Puis il y a tellement de gens qui parlent mal de la psychanalyse qu'il y en a qui l'ont mis de côté, ou il y en a d'autres qui continuent à la critiquer. Donc c'est important, c'est vraiment très important de pouvoir diffuser cette possibilité pour que certaines personnes puissent avoir accès à cet instrument qui existe et qui est à la disposition de pratiquement tout le monde. Donc il faut pouvoir diffuser les bonnes choses, pas seulement nos symptômes, parler de nos maladies et de nos symptômes, sinon aussi diffuser les bonnes choses. Donc voilà pour aujourd'hui, merci à tous pour votre participation. Donc comme je vous ai dit, vous avez Psychanalyse pour tous, un livre qui a été écrit spécialement pour vous, qui est sur Amazon, amazon.fr, avec Clémence Flonis, Psychanalyse pour tous, vous pouvez le trouver. Et j'ai traité plein de sujets dont on a parlé ici, mais je l'ai mieux préparé. J'ai repris un petit peu les idées que nous avions présentées, okay, c'est un petit peu mieux préparé. Et maintenant, je suis en train de préparer le deuxième tome parce que je n'ai vu que certains, déjà beaucoup, il y a plus de 40 sujets, je crois, qui sont présentés dans le premier tome. Donc, il y a plein de choses pour continuer à voir. D'après le DCM, si le deuil durcit, ça peut traiter une dépression. Oui, en général, si on dit que non, la différence entre le deuil et la mélancolie, non, il y a plein de différences, ça c'est autre chose. Mais que le deuil peut se transformer en mélancolie, évidemment, peut se transformer en mélancolie. Mais des fois, non, c'est Menassa qui dit ça, c'est dit que des fois le deuil, c'est simplement parce que l'autre me présente une idée différente de la mienne. Je peux tomber dans le deuil parce que l'autre me présente une différence, non? Ola Hada. Qui me présente une idée différente. Alors vous vous rendez compte, nous sommes hypersensibles. Hypersensibles dans le sens où il y a plein de choses qui vont nous toucher mais qui sont inconscientes, dont nous ne savons rien. Bonne soirée, bonne continuation et on continue donc mardi prochain à la même heure. Allez, bonne continuation à mardi. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.